heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Bonjour chez vous, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'actualité qui vous concerne. Des débats, des reportages en région et bien sûr toute l'actualité politique et parlementaire. Nous sommes au plus près de vous avec nos partenaires de la presse quotidienne régionale, des télévisions locales et des Indes radios. Nous sommes ensemble pendant 1h30 et au menu du jour, Gérard Larcher veut reconstruire la droite et le centre par les territoires. Il a conclu hier soir son tour de France par une convention nationale France Territoire. On en parle avec la sénatrice Les Républicains des Yvelines, Sophie Primas, elle est avec nous. Dans une demi-heure, l'invité politique, c'est Jean-Baptiste Djebari, secrétaire d'État au transport. Interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée ce matin par Fabrice Vesser-Redon du groupe EBRA. Et puis toutes les semaines, nous nous rendons à votre rencontre dans un département. Cette semaine, vous l'avez vu, nous étions en Ille-et-Vilaine, à Rennes, précisément pour parler de la rentrée universitaire. Notre journaliste Béatrice Finzan viendra nous raconter ce qu'elle a vu. Et enfin, le Club des Territoires, notre bande de journalistes qui débattent de l'actu. Nous parlerons notamment de Rouen. 3 ministres sont en déplacement sur place pour lancer le comité de transparence. Et puis le Sénat a officialisé hier la création d'une commission d'enquête sur la gestion des sites Céveso. Mais avant cela, voici les autres informations de ce vendredi 11 octobre. Sylvie Goulard et sa candidature retoquée à une large majorité par les députés européens. Emmanuel Macron l'avait proposée pour occuper le poste de commissaire européen. L'opposition parle d'un désaveu pour Emmanuel Macron et pour la France. Le président de la République, lui, exprime son besoin de comprendre. Christophe Castaner, auditionné hier par la commission des lois du Sénat suite à l'attaque au couteau à la préfecture de police de Paris. Cette attaque est en soi une défaillance grave, a reconnu le ministre de l'Intérieur. Et puis le groupe Michelin a annoncé son intention de fermer son usine de La Roche-sur-Yon en Vendée avant fin 2020. L'usine qui produit des pneus poids lourds emploie plus de 600 salariés. Et on débute avec la sénatrice du jour. Elle est élue des Yvelines, siège au groupe Les Républicains et préside la commission des affaires économiques du Sénat. Bonjour Sophie Primas. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Avec une actualité chargée, on va parler de la Convention nationale de Gérard Larcher, mais d'abord une question sur Sylvie Goulard. Sa candidature a été retoquée hier par les députés européens. Elle avait été choisie par Emmanuel Macron pour occuper le poste français de commissaire européen. C'est un désaveu pour Emmanuel Macron ? C'était un désaveu pour la France, surtout. Emmanuel Macron... Bon, oui, à titre personnel, c'est un désaveu, bien sûr. Emmanuel Macron pense que quand il arrive, il fait 3 sourires, il dit aux gens ce qu'ils veulent entendre, et puis il passe les réformes qu'il veut, il passe les personnes qu'il veut. Non, je crois que là, ce désaveu, il est cinglant pour lui, mais c'est surtout, ça, à la limite, c'est pas très grave. Ce qui est derrière, c'est la France et la place de la France dans les institutions européennes. Ça affaiblit la France de façon claire et nette. Les élections européennes ont affaibli la place de la France dans les institutions européennes. En cela, c'est déjà assez dramatique comme ça. Mais en plus, sur des postes stratégiques comme celui de Mme Goulard, c'est terrible pour notre pays. Mais oui, vous pensez qu'Emmanuel Macron était trop prétentieux, trop présomptueux en choisissant Sylvie Goulard ? C'est sa méthode. Voilà, il n'a pas perçu les signaux du terrain, les signaux importants pour ceux qui votaient, en disant il y a une présomption. Mme Goulard, il y a une présomption d'innocence, hein, bien sûr. Mais voilà, il y a un bruit médiatique, il y a du bruit. Et malgré ses qualités professionnelles qui, je crois, sont reconnues de tous, voilà, c'est pas le bon moment pour elle. Mais ça dénote une méconnaissance des institutions européennes de la part d'Emmanuel Macron ? Non, ça dénote, je pense, plutôt un comportement d'Emmanuel Macron qui, d'une façon générale, pense que lorsqu'il a raison, eh bien, tout le monde va le suivre. Voilà, c'est un peu plus compliqué que ça. Autre sujet, Michelin qui a annoncé hier la fermeture de son usine de La Roche-sur-Yon, plus de 600 salariés touchés. Quelle est votre réaction suite à cette annonce de Michelin ? Vous savez, Michelin est dans un secteur concurrentiel qui est très très fort. La technologie du pneu, c'est quelque chose qui, ça ne paraît pas, mais qui est de haute technologie. Il y a une concurrence mondiale exacerbée. Les Chinois arrivent en masse sur ce marché mondial. Michelin a une avance et une valeur ajoutée extrêmement forte. Jean-Dominique Senard, qu'en était le dirigeant il y a quelques mois, a donné à cette entreprise un élan, a donné une empreinte aussi humaniste auprès de cette entreprise, mais en même temps une exigence de restructuration industrielle. Donc moi, je connais peu ce site particulier de La Roche-sur-Yon, mais c'est toujours un choc évidemment terrible
pour la région, pour les ouvriers, pour les employés de cette entreprise. Je pense qu'au-delà de ce choc, alors je ne sais pas s'ils ont très bien communiqué avec les élus locaux, parce que visiblement la présidente de région, Bruno Retailleau, hier ont eu des réactions fortes. Donc là, peut-être qu'il y a une défaillance importante. Je pense qu'il faut négocier avec ce groupe Michelin la restructuration globale de son entreprise sur le territoire. Dans le centre de la France, à Clermont-Ferrand, ils ont investi dans une usine, dans un campus de recherche absolument exceptionnel. Et cela mérite peut-être de regarder Michelin sur la totalité de la France et puis de traiter ce problème de la Roche-sur-Yon dans le détail avec les élus locaux dans une région qui est une région par ailleurs assez dynamique. Mais vous parliez de cette concurrence asiatique, cette concurrence chinoise. L'usine n'est plus compétitive, dit la direction. Est-ce que c'est l'illustration de la perte de compétitivité de la France sur le plan mondial? C'est l'illustration que si la France, le tissu industriel veut s'en sortir, il y a plusieurs éléments qu'il faut travailler. La première, c'est la compétitivité, mais c'est surtout la valeur ajoutée, la recherche, le développement de produits nouveaux, l'innovation qui doivent tirer en fait l'industrie française pour faire face à une concurrence différente et très agressive des pays low cost et avec des fortes compétitivités industrielles et la France n'est pas prête aujourd'hui face à cette concurrence? Voilà, des groupes comme Michelin essayent de se restructurer pour justement faire face. La France n'est pas toujours prête, non, mais il y a aussi aujourd'hui une prise en compte et une révélation, j'allais dire, sur ce positionnement de l'industrie française. Et on voit bien qu'avec l'industrie 4.0, on est sur le chemin, mais il faut vite prendre ce chemin. Allez, on va passer à un autre sujet. Gérard Larcher, qui a tenu hier une convention baptisée France Territoire. Conclusion de son tour de France pour réunir la droite et le centre. Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, était présente hier soir et elle a loué les qualités de rassembleur de Gérard Larcher. On l'écoute. Gérard Larcher est le rassembleur de toutes les sensibilités et c'est en ça qu'il est puissamment utile pour construire une vraie alternative à Emmanuel Macron et à Marine Le Pen en même temps, si vous me permettez l'expression. C'est-à-dire que Gérard Larcher, il peut parler effectivement à la droite conservatrice, aux Républicains, il peut parler au centre. Et il est aussi tout à fait apte à parler à la droite moderne. Sophie Primas, Gérard Larcher, c'est le seul à pouvoir rassembler la droite et le centre aujourd'hui? C'est le seul qui le fait, oui. C'est le seul qui, dans son esprit très sénatorial, en fait, arrive à parler avec tout le monde. Valérie Pécresse vient de le dire. Il parle à tout le monde du centre aux droites, parce qu'il faut mettre un X et un S, parce qu'aujourd'hui, il y a des droites un petit peu dispersées autour de sensibilité et dispersées autour de personnalité. Donc c'est quelqu'un qui garde langue avec chacune de ses personnalités et qui essaye de remettre tout le monde autour de la table pour trouver une plateforme commune. Est-ce que vous pensez que c'est encore possible? Oui, on voit Valérie Pécresse qui s'est éloignée des Républicains. Oui, elle s'est éloignée des Républicains, c'est pas la seule. J'espère que les élections de ce week-end vont permettre aux Républicains de reconstruire une famille élargie dans laquelle tout le monde pourra revenir, ou en tout cas les alliances seront possibles. Mais c'est ce que fait Gérard Larcher aujourd'hui. Moi, ce que j'ai ressenti hier à cette convention à laquelle j'ai assisté, c'est que globalement, il y avait des présidents de région, des présidents de département, il y avait des élus locaux, il y avait des maires, il y avait François Baroin, etc. Tout le monde a le sentiment que le pays ne va pas très bien. Et en fait, tout le monde est en train de se dire, attention, il faut arrêter de jouer avec le feu. On est à un moment de notre histoire de France qui peut être un moment assez compliqué. Vous avez vu les récents sondages. Hier, il y avait un sondage assez terrifique qui dit que voilà, les gens sont prêts à basculer dans un radicalisme politique à une très large majorité. Et ça, on le ressent globalement au niveau national. Je crois que chacun d'entre nous le ressent aussi au niveau de notre territoire. Cette espèce de malaise global qui est le résultat de l'actualité, qui est le résultat aussi de l'actualité internationale, qui est le résultat des Gilets jaunes, qui est le résultat d'un mal-être finalement qui s'exprime de façon très prégnante. Et aujourd'hui, moi, ce que j'ai ressenti, c'est que hier, c'était le début de quelque chose et pas la fin, c'est-à-dire d'une mobilisation générale où on peut essayer d'imaginer que les égos vont un tout petit peu
tout petit peu s'effacer au profit d'un. Parce que pour le moment, ils ont trop pris le dessus, les égos. Oh ben oui, parce que comme il manquait une plateforme globale d'idées, de convictions, avec les centres partagés avec les centristes, etc. Ben voilà, chacun fait sa chapelle, chacun construit sa chapelle. François Baroin, puisque vous parlez de ça hier, a alerté sur le danger de cette dualité entre la République en marche et le Rassemblement national, qui pourrait être mortifère pour la démocratie, a-t-il dit. Est-ce que si la droite ne se reconstruit pas vite, la droite est amenée à disparaître ? Ah ben elle peut, oui, si on n'a pas la conscience et si on n'a pas la volonté de se rassembler autour d'un programme qui soit un programme qui convienne entre le centre et la droite, qui partent des territoires, parce que ça je pense que c'est vraiment l'idée décentralisatrice nouvelle qui est importante. Oui, bien sûr, la droite peut disparaître et c'est la démocratie. Moi je vois la gauche qui est quasiment disparue aussi. Enfin on est dans cette période. Et comment vous l'expliquez ? Est-ce que c'est parce que finalement, vous n'êtes pas à même de répondre aux préoccupations qui se sont fait jour ces derniers mois, c'est avec notamment la crise des Gilets jaunes, et que du coup, bien, les gens se tournent vers le Rassemblement national ? Mais je pense que c'est un chemin qui a été emprunté depuis très longtemps. On est peut-être au bout de ce chemin aujourd'hui, en tout cas je l'espère. Mais peut-être l'arrivée d'Emmanuel Macron, qui a été très habile pour, j'allais dire, disperser tous les mouvements politiques. On voit bien que son mouvement politique, c'est à la fois Bruno Le Maire et puis Didier Guillaume. Donc vous dites, oui, Emmanuel Macron a réussi à éclater la droite. Il a éclaté la droite, il a éclaté la gauche. Enfin, Didier Guillaume, il était au PS, il était président du groupe PS ici. Donc aujourd'hui, il est avec Bruno Le Maire, enfin, qui était les Républicains il y a encore 2 ans. Enfin, donc oui, Emmanuel Macron a été très habile, mais l'habileté, ça peut pas servir de programme politique. Or, il faut qu'il y ait dans notre pays un débat démocratique. Et ce débat démocratique, aujourd'hui, il est annihilé. On n'a plus de place. On n'a plus de place dans l'esprit des gens, on n'a plus de place dans les médias, on n'a plus de place au Parlement, à l'Assemblée nationale, voilà. Et donc, il faut vraiment qu'on se reconstruise pour qu'on ait un message fort. Et ça a été oublié pour des querelles de chapelle dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, vous voulez reconstruire par les territoires, c'est ce que vous dites, c'est ce que dit Gérard Larcher. Qu'est-ce que ça veut dire reconstruire la droite par les territoires ? Reconstruire la droite par les territoires, c'est d'abord appeler de nos voeux à un acte de décentralisation et un acte en même temps de déconcentration. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible pour nous d'opposer les territoires, les élus locaux à l'État. On a besoin de cette complémentarité. La France est une et indivisible. Elle a des principes et des valeurs qui sont universels pour notre pays, donc il faut les maintenir et c'est le rôle de l'État. Il y a des politiques publiques nationales qu'il faut appliquer et en même temps, sur les territoires, fourmillent des initiatives, d'ailleurs, qui sont assez largement appréciées par les élus locaux, des initiatives sur tout ce qui concerne la vie quotidienne et les problématiques des Français, que ce soit l'emploi, que ce soit l'apprentissage, que ce soit les déserts médicaux, que ce soit tous les grands problèmes qui lassent les Français, qui inquiètent les Français. Il y a des initiatives, il faut partir de ces initiatives, il faut les rendre possibles, il faut rendre possible le principe de différenciation. On ne légifère pas de la même façon à Marseille qu'à Nice ou qu'à Rennes, donc, sur lesquelles vous allez aller tout à l'heure. Et il faut laisser de la place aux initiatives territoriales et agréger ça au niveau national. C'est ça qui est très important. Vous dites que le gouvernement a changé sur ce sujet. Il prépare une grande loi de décentralisation. On verra. Il écoute plus les élus locaux. Vous êtes optimiste là-dessus ? Je sais pas. On verra. Parce que pour l'instant, c'est une intention. On a souvent de grandes différences entre les intentions et la réalisation. On connaît bien Madame Gourault. On a eu affaire à elle dans des textes déjà depuis qu'elle est ministre et avec Emmanuel Macron. Il y a souvent un décalage entre ce qu'on souhaiterait et la réalité de la loi qui sort. Eau et assainissement, les textes sur l'eau et l'assainissement en est un bon exemple. On n'arrive pas à faire comprendre que l'eau et l'assainissement, c'est pas toujours les périmètres des intercos. Il faut laisser de la liberté aux élus locaux, voilà, pour gérer ces problématiques locales. Hier, vous avez parlé des municipales qui sont à suivre. Après les municipales, il y aura des élections locales, mais il y aura aussi la présidentielle. Vous parliez de guerre des égos tout à l'heure. Est-ce que pour éviter cette guerre des égos, il ne faut plus de primaires au sein des Républicains ? C'est un sujet épineux qui fait débat chez nous, parce que dès qu'il y a quelqu'un qui dit qu'il faut des primaires, il y a tout de suite la moitié du cœur des vierges qui dit jamais plus de primaires, etc. Donc c'est assez violent, même les positions.
On a des gens de talent dans notre parti. Je ne vois pas d'autre méthode pour les départager que des primaires. Voilà. Alors, est-ce que les primaires de la dernière fois sont la bonne méthode ? Ça, je ne sais pas. Peut-être qu'on peut réinventer, se mettre d'accord et travailler déjà sur ce que pourraient être des primaires à l'intérieur de cette initiative de Gérard Larcher, qui nous permettrait de savoir quel est effectivement le bon candidat. Parce que il y a la guerre des idées, il y a la guerre des convictions, il y a le positionnement politique, mais il faudra aussi un moment que ça s'incarne. Donc effectivement, ce sujet n'est pas un petit sujet, mais moi je ne vois pas d'autre solution qu'une... non pas une confrontation justement, mais un échange d'idées pour permettre de choisir le bon candidat. Allez, vous parliez de cette campagne pour la présidence des Républicains. Un premier tour a lieu ce week-end. On va en parler dans la revue de presse de votre département. Et pour ça, on accueille Quentin Calmet. Bonjour Oriane. Bonjour Quentin. Bonjour Sophie Prima. Bonjour. Et donc dans l'édition des Yvelines du Parisien, on parle de cette campagne pour la présidence du Parti Les Républicains. Voilà, tout à fait Oriane. Ils sont au total 4000 militants LR à être invités à voter ce week-end pour la présidence du parti. La version des Yvelines qui rappelle et qui remet les visages des 3 candidats à la présidence, Christian Jacob, Julien Aubert et Guillaume Larrivé. Et avec cette question cruciale, quelle sera la mobilisation des adhérents ? Pierre Bédier, qu'on voit à l'image là au centre de l'article, il a dit, c'est le président de votre département et de votre fédération LR, il a dit l'état d'esprit des militants, il est convenable, je cite, c'est pas exactement non plus la joie, mais donc selon le Parisien, Christian Jacob est très soutenu par les élus, vous êtes même cité dans l'article, et aussi on le voit chez les militants, même si la ligne Aubert qui est bien de droite dure, je cite l'article, elle plaît également dans le département, notamment à Versailles, dit le journal. De son côté, Karl Olive, qui est le maire de Poissy, qui a quitté les LR au printemps dernier. Il est interrogé, vous le voyez ici, sur la droite de l'écran. Donc Karl Olive, eh bien, lui, il ne votera pas à cette élection ce week-end. Il a même dit que les Républicains, eh bien, ils se sont recroquevillés sur eux-mêmes. Et on va parler de Poissy, mais en changeant de sujet, on va parler de l'adaptation de l'hôpital à la prochaine loi bioéthique. Voilà, tout à fait. La loi de bioéthique qui continue son chemin au Parlement. Elle termine ces jours-ci son examen à l'Assemblée nationale. Elle arrivera bientôt au Sénat. Mais donc déjà, des questions se posent dans les territoires. Comment va être adaptée cette loi de bioéthique dans les hôpitaux, notamment sur le volet PMA. Et donc sur actu.fr, on a trouvé cet article qui revient sur la PMA à l'hôpital de Poissy, prêt à s'adapter, mais alors tout de suite, le médecin qui est en charge de cette PMA, elle dit nous n'avons pas à prendre position contre ou pour le projet de loi, et elle dit je pense que nous pourrons nous adapter à la demande de consultation, nous en avons les moyens, c'est une première information, mais dans l'article elle dit également qu'il il manque des donneurs de gamètes, regardez, il faut davantage de donneurs de gamètes pour répondre à la demande et réduire les délais d'attente qui sont aujourd'hui de 6 à 9 mois pour un don de sperme et de 1 ou 2 ans pour un don d'ovocytes. Ça va être un des enjeux cruciaux lorsque cette PMA va être votée, puisqu'elle arrive au Parlement et donc elle arrive au Sénat en janvier. Et là, vous pourrez effectivement vous emparer de cette question. Merci beaucoup, Quentin. Une réaction rapidement sur la revue de presse de votre département, Sophie Prima ? Oui, je pense que... Quel est le terme que Pierre Bédier a pris Convenable. Convenable, voilà. La mobilisation est convenable. Moi, je pense qu'il n'y a pas effectivement un enthousiasme débordant pour ces élections. Ça fait je ne sais combien d'élections qu'on fait entre les primaires, depuis le malheureux événement Copé-Fillon. Voilà, on est dans ce tunnel d'élections. Donc les militants sont un petit peu fatigués, ils ont raison, moi je les comprends parfaitement. Bon, donc il faut donner ce dernier coup de rein pour essayer de reconstruire notre parti avant les échéances qui sont importantes. On s'y engagera dimanche et le résultat, oui, moi je soutiens Christian Jacob parce que je pense que c'est l'homme qui nous permettra d'élargir le parti au niveau départemental mais aussi au niveau national. On suivra tout ça. Mais on suivra tout ça. Dimanche. Et il peut y avoir des soir. surprises en fonction de la participation. C'est-à-dire que Christian Jacob ne sera pas forcément élu au premier tour. Voilà. Ouais. Je ne sais pas. Vous avez des doutes. Voilà. Je n'ai pas. Ma boule de cristal est cassée en ce moment, donc voilà. Comme tous les jours, on va se rendre dans une rédaction locale aujourd'hui, direction Lyon. Retrouver nos partenaires du Progrès. Bonjour, Frédéric Massé. Vous êtes chef d'information au Progrès et vous allez nous parler de la fin des pages blanches. C'est ça. C'est la fin d'une époque que nous évoquons ce matin dans nos auditions du Jura. La mort annoncée du vieux bottin téléphonique. Tout le monde connaît les pages blanches, cette bible départementale qui contient les numéros de téléphone des particuliers.
Et les tout derniers exemplaires de cet annuaire papier sont en cours de distribution en France. Quant aux pages jaunes qui réunissent, elles, les coordonnées des professionnels, elles seront distribuées pour la dernière fois l'an prochain, en 2020. Alors, c'est vraiment une page d'histoire qui se tourne, longue de 140 ans. Pour le bottin. Son nom, il le doit justement à Sébastien Bottin, qui l'avait lancé en 1880 avec l'arrivée des premiers centraux téléphoniques. Pourquoi alors les annuaires sont amenés à disparaître ? À l'image du courrier postal, et puis comme dans de nombreux secteurs d'ailleurs, l'arrivée du numérique a mis un sacré coup de vieux au traditionnel bottin. Nos annuaires personnels sont désormais enregistrés sur nos téléphones, et quand on cherche un numéro, la plupart d'entre nous vont sur Internet. Pour preuve, c'est la forte baisse de commandes enregistrée par Solocal, la société éditrice des pages blanches et jaunes. En 2007, 57 millions d'annuaires papier avaient été distribués en France. Cette année, il n'y en aura que 9 millions, et dans 69 départements seulement, car dans les départements les plus urbains, la diffusion a déjà cessé. À Paris, Lille, Marseille ou ici à Lyon, on ne reçoit déjà plus le bottin. Quelle solution pour l'avenir alors du coup, Frédéric Massé ? Alors c'est effectivement la question, parce que et visiblement ça inquiète un peu nos lecteurs. Dans un petit sondage que nous avons lancé et auquel plus de 3200 jurassiens ont répondu, 68% d'entre eux s'inquiètent justement de la disparition de l'annuaire papier. Pour les rassurer, on peut dire que l'annuaire sera toujours disponible sur Internet. Alors quid des personnes qui ne sont pas connectées, me direz-vous? Le meilleur conseil qu'on peut leur donner, c'est de conserver précieusement les éditions de cette dernière année. Les annuaires ont une durée de vie d'environ 4 à 5 ans. Peu de personnes ou de sociétés changent en effet de numéro tous les ans. Du coup, si on vous suit bien, c'est une édition collector. Est-ce qu'on pourra la recevoir, cette dernière édition ? On peut effectivement encore la recevoir. Alors c'est possible dans la limite des stocks départementaux. Il faut pour cela la commander en se connectant au site qui s'appelle Recevoir mes annuaires. Il est gratuit, sa livraison est gratuite également. Et puis alors cette dernière édition, elle arborera une couverture vintage et collector, donc avis aux collectionneurs. Voilà, et puis avis aux nostalgiques. Merci beaucoup Frédéric Massé d'avoir été avec nous, et tout ça c'est bien sûr à lire aujourd'hui dans les pages du Progrès. Merci à vous. Sophie Primas, on va passer à un autre sujet. Je vais m'adresser à la présidente de la Commission des affaires économiques, puisque le Sénat a rendu un rapport sur les conséquences de la suppression de l'ISF cette semaine, et on va en parler avec Quentin Calmet qui est de retour. On va donc parler de bonjour Quentin, cette suppression de l'ISF, les effets de sa réforme l'an dernier et son remplacement par une flat tax. Eh bien, ça a généré une polémique entre le Sénat et l'exécutif. Oui, attention, Oriane, sujet sensible. On se souvient, l'an dernier, c'était même une des revendications des Gilets jaunes, le retour de cette ISF, ou l'abandon plutôt de la réforme de l'ISF. Et donc, un an plus tard, c'est un peu rapport contre rapport. Vous allez le voir, les premiers à avoir dégainé, ce sont les experts de France Stratégie. Qu'est-ce que c'est France Stratégie? C'est un organisme d'études placé auprès du Premier ministre, et ça a son importance. Ils ont publié ce rapport avec cette phrase assez mystérieuse: l'observation des grandes variables économiques, croissance, investissement, flux de placements financiers de ménages, avant et après les réformes, ne suffira pas pour conclure sur leur effet réel. Pourquoi est-ce que c'est intriguant? Parce qu'on recherche les effets de ruissellement, rappelez-vous cette formule, qui leur effet réel, c'est donc, est-ce que cet effet de ruissellement, est-ce que la fin de l'ISF a pu se ressentir par une hausse de la consommation, une hausse de l'investissement? Et donc les sénateurs, ils ont également cherché cet effet ruissellement. Ils ont présenté leur contre-expertise. Voilà. Et donc eux, ils ont réalisé leur expertise avec le monde universitaire. Et vous allez le voir, ils ne sont pas du tout sûrs d'avoir trouvé le ruissellement. On va écouter Vincent Eblé, le président socialiste de la Commission des finances. C'était hier au micro de Tam Tranuy. Le ruissellement, nous n'en avons pas vu. Certains qui l'espéraient ont dit qu'il était trop tôt pour faire un diagnostic et que certainement le ruissellement allait venir plus tard. Mais c'est juste la confirmation que pour le moment, on n'en voit pas. Selon les sénateurs, la réforme de l'ISF, elle a rapporté 1,7 million d'euros à chacun des 100 contribuables les plus riches en France. Mais selon les sénateurs, on peut quand même voir un effet positif à cette réforme. Cela concerne les exilés fiscaux. Écoutez Albéric de Montgolfier, il est rapporteur général du budget au Sénat. La réponse qui a été apportée, c'est-à-dire créer un IFI, n'est pas la bonne réponse. Et aujourd'hui,
On ne voit pas particulièrement de ruissellement à ce stade. Et au contraire, on voit dans l'IFI un certain nombre d'inconvénients puisque ça taxe des actifs qui contribuent à l'économie réelle. Les départs à l'étranger, ça c'est un des constats qu'on peut faire, puisqu'il n'y a que 3 pays en dehors de la France qui, dans l'OCDE, la Norvège, la Suède et l'Espagne. En Europe, il n'y a que l'Espagne qui ont un impôt sur la fortune, mais qui ont beaucoup moins de droits de succession, voire pas du tout, contrairement à nous. Et évidemment, quand on est dans une Europe qui est ouverte, ça provoquait des départs étrangers. Ils ont aujourd'hui été stoppés. Les retours, c'est encore un peu tôt pour les évaluer. Voilà, un dernier mot pour dire que la réforme de l'ISF, eh bien, elle est au cœur d'un bras de fer entre le Sénat et l'exécutif, car eh bien, les sénateurs accusent le gouvernement de ne pas transmettre tous les chiffres dont il dispose. Ça avait même provoqué un incident lors eh bien, de l'audition de Bruno Le Maire par la Commission des Finances, c'était il y a quelques jours. Merci beaucoup Quentin pour toutes vos explications. On le voit, les plus riches y ont gagné. Il n'y a pas eu le ruissellement, en tout cas annoncé par l'exécutif. C'était une erreur cette réforme? Non, c'est pas une erreur. Moi, je considère, j'étais pour la suppression de l'ISF dans sa totalité d'ailleurs, pas le remplacement par l'IFI, mais un an après, c'est beaucoup trop tôt pour regarder les effets sur l'économie réelle. Ce sont des effets de fond. On a un problème en France qui est le yo-yo, l'effet yo-yo de la fiscalité. Un coup je mets l'ISF, un coup je le retire, un coup je mets la taxe à 75%. Donc les gens ils se méfient. Donc pas d'erreur, il faut attendre de voir ce que ça va donner. Il faut attendre que ça... Et puis je pense qu'Albéric, vous ne serez pas étonné, Albéric a tout à fait raison lorsqu'il le dit que l'IFI n'est pas la solution, parce qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui investissent en France sur de l'immobilier, sur des fonds immobiliers, etc., sur des fonds locatifs, et qui créent donc de la valeur en France. Et ce sont ces gens-là qui sont taxés, alors que quand vous êtes sur une partie financière, avec des placements, y compris sur des fonds chinois, ça vous ne payez plus d'impôts. Donc il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Ça, c'était la position de notre groupe depuis le début. C'est probablement là où est l'erreur. Mais sur le ruissellement, il faut attendre. Il nous reste une minute, je voudrais vous entendre sur un sujet, un retour qui fait parler, c'est celui de François Fillon. Il a donné une interview hier à la télé suisse, vous l'avez soutenu évidemment François Fillon. Et alors, il se lâche dans cette interview, il dit notamment sur la réforme des retraites qu'il doute de la capacité d'Emmanuel Macron à réformer. Il va reculer, dit-il. Qu'est-ce que vous pensez de ce retour et de cette phrase? D'abord, je ne pense pas que ça soit un retour. Il a été interrogé sur des sujets qui sont des sujets très importants pour lui. Je pense que ce qui se passe en Syrie est un sujet sur lequel il s'est beaucoup investi, le fait qu'on lâche les Kurdes, il y a vraiment des sujets là. Sur la réforme des retraites. Sur la réforme des retraites, lui, il a fait face à une réforme des retraites très difficile, donc il connaît la difficulté de négocier. Il le rappelle, Macron est un petit joueur, moi j'ai mis 2,5 millions de personnes dans la rue. Oui, non, mais on n'est pas dans le bras de fer et dans un jeu bizarre de nombre de personnes dans la rue. C'est une réforme difficile, il faut la faire, on l'a entamée il y a plus de 2 ans maintenant avec le haut-commissaire. Faut y aller, il y a un moment, il faut y aller, parce qu'on sait que dans un quinquennat, je ne suis pas bien sûr qu'on ira jusqu'au bout. En tout cas, on est aujourd'hui dans une grande confusion de ce qui est proposé, de ce qui va pouvoir être négocié. On ne comprend pas bien ce qui va se passer. Et du coup, cette hésitation nous fait hésiter aussi sur le fait qu'il va vraiment aller jusqu'au bout. Or, ça, c'est une des réformes fondamentales pour notre pays. Eh bien, merci beaucoup. Merci Sophie Primas d'avoir été avec nous ce matin. Dans 2 minutes, c'est l'heure de l'invité politique. Ce matin, c'est Jean-Baptiste Djebari, secrétaire d'État chargé des transports. Il est avec nous. Mais avant de l'accueillir, on va regarder un extrait de ce qu'il s'est passé hier sur Public Sénat. Le temps fort de la journée, c'était l'audition de Christophe Castaner devant la commission des lois du Sénat. Le ministre de l'Intérieur qui a répondu aux nombreuses questions soulevées par l'attaque au couteau à la préfecture de police de Paris. On en regarde les meilleurs moments. Il y a la question de la forme d'information sur un risque et donc sur la caractérisation de la radicalisation. Je pense qu'il faut que nous avancions vers la forme la plus neutre possible. Pour ce qui concerne les services de police, je considère que c'est la responsabilité d'un policier ou d'un gendarme d'assumer la dénonciation de phénomènes de radicalisation qu'il constaterait. Et pour moi, ça n'est pas négociable. Ça fait partie de leur mission. Ils doivent protéger les Français, ils doivent protéger leurs collègues, et je refuse qu'ils m'opposent une réserve sur ce sujet-là. Mais nous devons quand même prévoir la possibilité de les protéger. Et la façon de les protéger, c'est qu'ils vont voir le référent en charge de la radicalisation, qu'ils échangent avec lui, qui n'a pas besoin, Laurent Nunez l'a rappelé, il n'a pas besoin d'avoir un signalement écrit pour prendre la décision d'aller un peu plus loin dans les investigations. Et je pense que c'est ce système-là qui doit être fiable. Dans le cas qui nous concerne, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, il y a eu des signaux
qui ont été considérés comme de faible intensité. Il y a eu des discussions, et quand le responsable en charge de la radicalisation a dit « Est-ce que vous faites un signalement, est-ce que vous voulez qu'on s'en charge ?» en gros, ils ont répondu, selon ce dont je dispose dans l'enquête administrative qui m'a été remontée, ils ont répondu « Non, on gère ». Il se trouve qu'il y a quelques semaines encore, un des responsables en charge de ces sujets est repassé dans le service en question et a posé la question « Comment ça se passe ?» Bien. Il se trouve qu'il y a quelques semaines encore, dans ce service, quand on organisait un pot, tout le monde était invité et on faisait attention à ce qu'il n'y ait pas de porc parce que le fait qu'un des membres du service soit musulman était connu et donc on respectait cela. Voilà, le problème que nous avons eu, c'est qu'on n'a pas considéré à ce moment-là que les éléments étaient suffisants. Or, s'il y avait eu cette information, plus une autre, et peut-être que l'enquête pourra montrer qu'il y avait d'autres éléments qui pouvaient caractériser la radicalisation, à ce moment-là, nous aurions peut-être pu éviter ce qui s'est passé. Plus globalement, Madame la sénatrice, vous m'interrogez sur la lutte contre la radicalisation et l'islamisme politique. Et je pense qu'il faut nommer les chats comme ils sont. Et donc, il s'agit vraiment de mener une action déterminée contre toutes les formes de radicalisation, et en particulier l'islam politique. Et notre invité politique ce matin, c'est Jean-Baptiste Djebbari. Bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire d'État chargé des transports. Vous êtes avec nous pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée ce matin par Fabrice Vessard-Redon. Bonjour Fabrice, journaliste au groupe EBRA. Ce sont les journaux régionaux de l'Est de la France. On va commencer, avant de parler de vos dossiers, Jean-Baptiste Djebbari, par l'actualité. Sylvie Goulard, retoquée hier par les députés européens. C'est Emmanuel Macron qui l'avait proposé à ce poste. Est-ce que c'est un désaveu pour le président de la République ? Non, c'est une difficulté temporaire pour la France. Emmanuel Macron s'est exprimé hier. Il a dit qu'il avait présenté 3 noms à Ursula von der Leyen, nouvelle présidente de la Commission, et qu'il aurait une discussion à nouveau avec lui. Moi, je respecte le Parlement européen. Je crois qu'il faut respecter absolument la souveraineté de ceux qui décident pour eux-mêmes. Mais je ne suis pas tout à fait dupe des jeux politiques qui s'y sont exercés cette fois-ci. C'est un jeu politique ou c'était une erreur de casting de la part d'Emmanuel Macron ? Non, mais c'était quand même un risque important. Qui était identifié. Pourquoi le président de la République a-t-il pris ce risque ? C'était une candidature souhaitable pour la France dans la mesure où, sur le plan des compétences, de l'expérience et de l'ambition qu'elle avait pour le poste, qui est un poste éminent, le poste de la Commission qui est attribué à la France, c'était une candidate qui remplissait parfaitement les conditions de compétences et d'expérience pour la France et pour ce poste. Il n'en reste pas moins qu'effectivement le Parlement est souverain, a posé un certain nombre de questions et a décidé souverainement que cette candidature n'était pas revenue. Il revient donc maintenant au président d'avoir cette discussion exigeante et féconde, j'espère, avec la présidente de la nouvelle commission, pour que la France, et je crois que c'est quand même ça l'important, préserve un poste qui est un poste important avec le marché intérieur, l'industrie, la recherche, le spatial, et qui donc permettra à la France d'exprimer son ambition qu'elle a pour l'Europe. Mais Emmanuel peut-être cette Macron ambition voulait qui redorer parfois... le blason de la France sur le plan européen. Est-ce que là, il n'est pas en train de l'affaiblir, la France ? Non, mais je crois que là, on commente évidemment cette information, et c'est une information C'est quand même la première importante, fois dans l'histoire européenne que la France se fait retoquer son candidat. Oui, mais les jeux qui s'exercent au sein du Parlement sont aussi inédits. Vous savez très bien que cette force centrale qui s'est imposée recompose assez largement un bipartisanisme entre le PPE et, on va dire, sociolibéraux, sociodémocrates de l'autre côté, qui s'était exercé depuis 50 ans, et que tout ça a certainement... Il y a pas aussi une forme d'arrogance de la part d'Emmanuel Macron de penser qu'il pouvait imposer son candidat. Et d'autant qu'il s'était un petit peu vanté d'avoir réussi l'accession de von der Leyen à la tête de la Commission européenne. Il n'y a pas d'arrogance, il y a une ambition très forte de la France pour l'Europe dans un moment où l'Europe est en train de se fragmenter. Et moi, je crois que la responsabilité de la France, c'était effectivement de proposer quelqu'un qui avait tous les gages en termes de compétences et d'expérience. C'est ce qu'il a fait avec Sylvie Goulard. Le Parlement décide autrement, ça se respecte. Et donc le président aura cette discussion avec la nouvelle présidente de la Commission pour voir quel candidat peut remplir cette fonction éminente avec un poste très important. Vous avez des noms ? On a déjà des idées de... Non, mais il y a des noms qui avaient déjà été cités à l'époque. J'ai entendu ce matin Laurence Toubiana ou d'autres noms comme cela. Ce sont des gens qui sont tout à fait compétents pour le job. Un mot sur Renault, puisque le conseil d'administration de Renault est réuni en urgence ce matin au menu la possible éviction du directeur général du groupe, Thierry Bolloré. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour l'avenir du constructeur français ? Non, d'abord, l'État fait toute confiance à Jean-Dominique Sénard, le président, pour proposer, le cas échéant, les incarnations qui permettraient de conduire à la fois le groupe et l'Alliance sur une stratégie entrepreneuriale. Vous savez que la filière automobile, aujourd'hui, est un peu au croisement de toutes les transitions. On parle de l'électrique, mais ça se recompose, ce marché se recompose au niveau mondial. Et l'Alliance
Renault-Nissan, au sein de cette recomposition, a un rôle tout à fait important à jouer. Donc ce qui compte aujourd'hui, c'est la stabilité de l'Alliance, sa capacité à conquérir de nouveaux marchés, à faire cette transition notamment sur l'électrique. Et nous avons toute confiance en Jean-Dominique Sénard pour proposer la stratégie adéquate. Vous y croyez à l'électrique? Alors ça pose des problèmes, l'électrique, sur le cycle de vie, ça pose effectivement des questions sur les marchés, ça pose l'accompagnement de la transition, et on le voit partout où nous avons à faire ce travail. Moi j'ai reçu hier matin la filière automobile, les industriels, les services, les poids lourds. On voit que tout ça est aujourd'hui enclenché. Il n'y a plus de réticence comme encore il y a quelques temps où on cherchait absolument à raffiner le moteur diesel comme cela a pu exister. Aujourd'hui, il y a vraiment, cette transition est en cours, est en œuvre, mais il faut l'accompagner parce qu'effectivement, les besoins d'investissement sont absolument massifs et le marché est mondial. Les grandes alliances. L'infrastructure aussi? Est-ce que la France, pour préciser ma question, est-ce que la France est prête à recharger tout son parc électrique? Et vous avez raison, il y a plusieurs sujets. Il y a la filière, la construction, il y a les services, il y a l'infrastructure, notamment les bornes de recharge. Il y a encore des défis sur l'habitat collectif, c'est vrai. Nous avons déjà posé des éléments dans la loi des mobilités qui permettent de commencer à adresser ces sujets. Mais oui, c'est un défi, c'est un beau challenge industriel. Et pour le réussir, il nous faut des groupes qui soient solides. Et Nissan, Renault est singulièrement un groupe qui doit rester solide. Raison pour laquelle nous avons confiance en son président. Il y a un groupe qui est dans la tourmente, Michelin, qui annonce la fermeture de son usine de la Roche-sur-Yon en Vendée. 600 emplois menacés. Que peut faire le gouvernement? D'abord, le gouvernement a dit qu'il serait très attentif à la construction du plan de sauvegarde pour l'emploi. Le président du groupe a dit très précisément qu'aucun emploi, en tout cas que chaque salarié se verrait proposer une solution adaptée. Et donc le préfet... Pas d'inquiétude à avoir pour les plus de 600 salariés? De la vigilance, mais le préfet de la Vendée a été mandaté pour tenir dès la semaine prochaine une réunion avec le groupe, les différents partenaires locaux, de manière à voir comment tout ça peut se mener de la façon la plus fluide possible. Comment on explique cette crise du pneu? Encore une fois, c'est un marché qui intègre beaucoup d'innovation, qui est très en concurrence. Et puis, il y a des logiques certainement de filières et de flux internationaux qui aujourd'hui fragilisent territoire par territoire. Une question d'écologie aussi? Oui, alors oui, et ça dépend des filières. Parce que par exemple, dans l'aéronautique, le pneu a cette vertu... vous en venez, vous, de l'aéronautique? Oui, cette vertu d'être recyclé beaucoup, plusieurs fois, jusqu'à 7 fois. Et donc le pneu est vraiment... On fait un débat sur le pneu, c'est intéressant. Le pneu est vraiment quelque part un croisement des chemins. Mais oui, ces modèles économiques, de toute façon, sont tous questionnés, et y compris ceux de groupes internationaux comme Michelin. On va parler d'un autre sujet. Christophe Castaner, qui était auditionné hier au Sénat, ça pose la question des radicalisés dans les sites sensibles. Cette attaque au couteau à la préfecture de police de Paris. Est-ce qu'à votre connaissance, il y a des cas de radicalisés de ce type, du profil de celui de l'auteur de cette attaque à la préfecture de police, dans votre secteur, le secteur des transports? Vous savez qu'il y a eu des rapports assez précis cette dernière année. Il y a notamment un rapport à l'été d'un député de La République En Marche, Éric Pouillat, qui dit que le régalien est en général assez préservé, mais qu'il y a des zones de fragilité, notamment dans les transports. Et donc il y a une vigilance toute particulière des entreprises publiques de transport, la SNCF, la RATP, non seulement au moment du recrutement, mais aussi au moment des changements de poste. Et nous opérons de plus en plus des criblages automatiques de manière à vérifier dans les services publics au sens large que nous sommes Est-ce que vous avez des chiffres armés de ce nombre de radicalisés? Oui, nous avons des chiffres que je ne vais pas donner là, mais en tout cas... Christophe Castaner a donné hier ceux de la police, ceux de la gendarmerie. Vous ne pouvez pas donner les chiffres dans le secteur des transports? Il y a des enquêtes qui sont faites, qui ne sont pas... Il y a un nombre d'enquêtes, c'est plusieurs centaines d'enquêtes par an qui sont faites dans ces différentes entreprises. Il y a des sanctions déjà qui existent? Il y a des sanctions qui sont prises, et pour donner un chiffre que j'ai déjà donné, il y a eu une dizaine de licenciements qui ont été opérés dans les entreprises publiques de transport pour ces raisons-là, de radicalisation, parce que les gens refusaient de serrer la main à des femmes, parce qu'ils contrevenaient à notre pacte républicain, à la laïcité, à la liberté d'expression. Est-ce que vous avez parlé avec des entreprises comme la RATP, la SNCF, mais les aéroports aussi, le secteur de l'aérien est peut-être touché, pour mettre en place de nouvelles procédures? Évidemment, oui. Alors, en fait, les procédures, pour être très honnête, elles sont en train d'être modifiées depuis 2015. Vraiment, je crois que le Bataclan a été un peu un tournant dans la capacité ou la culture des services publics pour être plus efficace. Ça met un petit peu de temps. Mais par exemple, pour les aéroports, vous savez que les personnes qui travaillent en zone réservée dans l'aéroport ont un badge qui est délivré par la préfecture. Et nous mettons en place, en lien avec l'intérieur, un système de criblage automatique qui
à échéance régulière, vérifie que l'ensemble des titulaires du badge ne sont pas sur des fichiers, notamment les fichiers S ou d'autres fichiers liés à la radicalisation et le risque terroriste. Et donc vous avez eu des contacts avec ces entreprises cette semaine depuis ce qui s'est passé à l'attaque au déjà couteau? avant, singulièrement hier, et d'une manière générale, nous savons que c'est un défi qui s'impose évidemment aux entreprises publiques, mais aussi à la société. Et donc nous devons y être très vigilants. Les gens licenciés dont vous parlez, c'est dans quel... Est-ce que c'est à la RATP, à la SNCF? Est-ce que c'est dans les aéroports? Là, les exemples que je vous cite, c'est la RATP, mais cela existe dans d'autres entreprises. Essentiellement la RATP, on sent bien que la RATP, il y a quand même une problématique ancienne. Je ne sais pas si elle est ancienne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que en région parisienne, notamment dans le transport de bus, il y a eu plusieurs cas de personnes, de conducteurs qui ont été détectés, qui refusaient de s'asseoir dans le bus après leurs collègues féminines ou de serrer la main à des femmes. Et du coup, cela a été jugé tout à fait hors de propos et traité comme il se doit par la hiérarchie de cette belle entreprise. Autre sujet, c'est la gare du Nord. C'est la première gare d'Europe en termes de nombre de voyageurs. Il y a un projet de restructuration qui est prévu, avec notamment une multiplication des surfaces commerciales. Il ne fait pas plaisir à tout le monde, ce projet. Il doit y avoir un avis rendu prochainement. Est-ce que vous êtes favorable? Aujourd'hui, ça a été voté hier. Il sera rendu public aujourd'hui. Et comme le comité est indépendant, je lui laisse évidemment la primeur du résultat. Mais vous êtes optimiste? L'État, vous êtes favorable à ce projet? L'État a dit qu'il était favorable. D'ailleurs, tout le monde était favorable jusqu'à encore peu de temps, puisque ce projet avait notamment été voté en Conseil de Paris en juillet dernier. Et sur les espaces commerciaux, puisque ça a été l'argument qui a été souvent avancé, moi je note simplement qu'il n'y a pas plus d'espaces commerciaux prévus dans la gare du Nord future que dans la gare d'Austerlitz actuellement en travaux. Vous dites que tout le monde y était favorable, sauf que la mairie de Paris a un petit peu changé sa position. Oui, ça a été voté en Conseil de Paris. Et depuis, effectivement, la mairie de Paris a changé sa position. Comment vous l'expliquez? Parfaitement son droit. Moi, j'ai dit quelque chose d'assez simple, c'est que ce projet il est très structurant pour les Franciliens, que ce sont 600 000 personnes par jour qui fréquentent la gare du Nord, que l'état de la gare du Nord, on peut assez facilement s'en convaincre, nécessite ces travaux de rénovation, et que donc il ne fallait pas que ce projet soit pris à partie dans le débat politique à l'aune des échéances municipales, par exemple. Vous êtes optimiste sur la faisabilité, sur le fait que ce projet va se faire? En tout cas, je dis ce que l'État pensait, et la décision sera prise aujourd'hui. On va passer à un autre sujet, mais oui, la SNCF. On reste dans le ferroviaire quand même, Oriane. La SNCF, le coût est de 215 € par Français. Ah, j'ai vu ça hier. Ah ouais, bah oui, vous avez vu les chiffres aussi. 14,4 milliards, la SNCF. Oui, c'est ça fait un peu plus de 14 milliards d'euros. Elle coûte trop cher, la SNCF, aux Français ou pas? Bon, c'est quand même assez démagogique de toujours faire des ratios entre la subvention publique et le nombre de Français. Il y a une phrase qui dit que les services publics ont un coût, mais n'ont pas de prix. Donc, moi, ce que je dis, c'est que d'abord, c'est vrai que c'est un coût. Et l'État, d'ailleurs, l'année dernière, a pris ses responsabilités, puisque ce système ferroviaire a été très endetté, et que l'État que nous avons repris 35 milliards de dettes. Sur 50 ? Sur les 46 de l'année dernière, mais quasiment 50 milliards, vous avez raison, de SNCF Réseau. Et que, par ailleurs, quand on regarde vraiment qui paye quoi, c'est là que c'est un peu démago, ce chiffre-là, vous avez 30% sur l'ensemble du système ferroviaire qui est payé par l'usager, le prix du billet, le prix d'abonnement, et 70% qui est payé par le contribuable, donc l'entreprise ou les ménages. Donc ces chiffres ne veulent finalement assez rien dire et tendent à stigmatiser un service public essentiel, par ailleurs en pleine transformation, avec un nouveau président, Jean-Pierre Farandou, qui, me semble-t-il, est très motivé pour transformer la société. Pour vous, ces chiffres, ce sont de la démagogie, de la stigmatisation? Il n'y a pas de problème dans la gestion de la SNCF? Je ne vois pas dans quelle mesure ces chiffres sont une information utile, si ce n'est de faire croire aux Français ou d'instiller l'idée dans le débat public que la SNCF coûte trop cher aux contribuables. Mais est-ce qu'elle peut coûter moins cher? Mais elle peut coûter moins cher, absolument. C'est le but de la réforme. C'est même une des missions de M. Jean-Pierre Farandou. Elle peut coûter moins cher de plein de façons possibles. Si on prend un sujet sur les petites lignes... Oui, alors les petites lignes qui concernent tous nos territoires, parce qu'on parlait de Gare du Nord tout à l'heure, puis il y a tout le reste de la France. Vous savez que les petites lignes, le niveau de vétusté du réseau d'une manière générale est aujourd'hui assez important. Le réseau est âgé et qu'il faut donc trouver des façons de faire mieux, différemment, parfois moins cher. Et donc la mission de Jean-Pierre Farandou, s'agissant des petites lignes, c'est de trouver des solutions qui soient innovantes. Il est venu chez moi à Limoges, en Haute-Vienne, samedi dernier. Nous avons par exemple parlé du train léger. Le train léger, c'est un train moins lourd à l'exploitation, moins cher à l'achat, qui va moins solliciter les voies qui donc ont des besoins financiers plus modeste et qui permettra d'avoir une solution adaptée au territoire et par ailleurs probablement de créer une filière industrielle d'avenir. Pardon, à quelle échéance le train léger? Ça peut aller assez vite parce que le paradoxe français, c'est que ce qu'on fait à l'étranger, par exemple Keolis le fait déjà au Pays de Galles, ce qu'on fait à l'étranger, on oublie parfois de le faire en France. Donc si on s'appliquait à nous-mêmes ce qu'on propose et qu'on vend aux autres, on pourra aller relativement vite sur ces sujets ô combien structurants pour la terre. Fabrication française?
fabrication européenne. Moi, je souhaite que les constructeurs français se saisissent de l'opportunité et je ne doute pas qu'ils le feront. Vous parlez de Jean-Pierre Farandou, il était auditionné devant le Sénat il y a quelques jours en vue de sa nomination. Il a parlé de ces petites lignes, il a parlé d'une injustice territoriale. Il a assuré aux sénateurs que pour lui, les petites lignes étaient importantes. Est-ce qu'il faut stopper les fermetures de petites lignes pour vous? Mais vous voyez, ça, c'est un tout petit peu démagogique parce qu'il y a des petites lignes qui sont d'ores et déjà arrêtées, suspendues chez moi. Limoges-Angoulême, Limoges-Brive, arrêté. Limoges-Angoulême, intégralement arrêté. Limoges-Brive, arrêté dans sa portion centrale. Donc ce discours, le moratoire qu'on entend sans arrêt au Sénat ou à l'Assemblée, de fait, il ne s'impose pas. Les lignes sont dégradées et sont parfois suspendues pour des raisons de sécurité. Donc ce qu'il faut faire maintenant, et c'est ce que j'avais demandé comme député. Parce qu'il n'y a pas eu d'entretien de ces petites lignes. Pas suffisamment. Parce que l'entretien s'est concentré sur le TGV aussi. Parce que les investissements se sont concentrés sur les lignes grande vitesse, vous avez tout à fait raison. Parce que tout le monde s'est renvoyé la balle pendant des années. L'État finançait mal, les régions ne décidaient pas, les élus locaux étaient perdus. La SNCF... On sent bien que les régions, quand même, maintenant, là, vous les titillez et vous leur dites, bon, il faut y aller, vous les bousculez un peu. Chacun dans sa responsabilité. Les régions sont les chefs de file de la mobilité. S'agissant des TER, ce sont elles qui décident quel est le plan de service pour les voyageurs. Donc oui, quand on a des solutions alternatives, et c'est d'ailleurs le travail très partenarial qui a été fait avec le préfet Philizot, on pose les solutions possibles et on décide vite, de manière à mettre en œuvre un plan d'action, de faire émerger de nouvelles filières, je parlais du train léger, et surtout de rendre un service aux usagers. Je crois qu'on a perdu beaucoup de temps à se renvoyer la balle ces dernières années, et finalement, pendant ce temps-là, le service s'est dégradé, certains des usagers se sont détournés du train, ce qui est toujours malheureux, et donc aujourd'hui, nous devons exemple par exemple, retisser un peu ce lien avec les territoires, avec les usagers et faire émerger de nouvelles filières, de nouvelles opportunités. Et puisqu'on parle de petites lignes, on va juste écouter une sénatrice, c'est Dominique Estrosi-Sassonne. Elle vous interpelle sur une ligne de son département des Alpes-Maritimes, la ligne des Merveilles. On l'écoute. La ligne ferroviaire entre Nice, Breil et Cuneo en Italie est aujourd'hui menacée. Aussi, je demande au monsieur le secrétaire d'État en charge des transports, qu'entend faire le gouvernement français? Entend-il entreprendre des investissements qui sont nécessaires à son exploitation et à son entretien courant, mais également quand la commission mixte bilatérale entre le gouvernement français et le gouvernement italien va-t-elle enfin se réunir, parce qu'elle est chargée d'élaborer ces modalités d'entretien courant et d'exploitation, qu'on nous avait annoncé sa réunion dans le courant de l'année 2018 et que depuis, aucune nouvelle n'a été donnée. Il est important que nous ayons une réponse sur ces deux questions. Il en va du désenclavement des vallées de la Roya, de la Bévéra et du Paillon et de leur attractivité touristique et économique. Qu'est-ce que vous lui répondez, Jean-Baptiste Djebbari? D'abord que quand vous êtes secrétaire d'État au transport, il faut connaître toutes les petites lignes et les routes nationales, ce qui prend toujours un peu de temps. Mais je réponds que sur cette petite ligne... Il y a peu de temps que vous êtes là, vous êtes encore excité. C'est ça. Non, mais je connais un tout petit peu le sujet parce qu'en fait, il y a deux sujets. Il y a une partie nord, effectivement, qui remonte et qui est une petite ligne simple pour lesquelles le financement, de mémoire, c'est 30 millions à peu près pour les Italiens et la moitié moins, enfin 15 millions pour les Français. Il y a des études qui sont en cours chez Réseau. Donc cette partie-là, elle est inscrite, on va dire, sur le plan budgétaire. Il y a une partie qui n'est pas, la partie sud, qui n'est pas dans les contrats de plan État-région et qui relève de ce qu'on s'est dit avant, du rapport Philizot et d'un plan d'action concerté avec les collectivités, avec la région, pour savoir comment chacun participe aux travaux de régénération et de remise à niveau de cette ligne. Donc je ferai une réponse écrite, détaillée à Madame la sénatrice, mais vous voyez bien qu'on est dans le sujet qu'on a évoqué précédemment. Il y a d'autres personnes auxquelles vous allez répondre, c'est celles et ceux qui prévoient des blocages en décembre sur la SNCF, justement, dans le cadre de la réforme de ce régime spécial de retraite que finance de façon assez importante l'État, avec 3 milliards, je crois. Ça s'annonce difficile. C'est l'un de vos gros chantiers. Là. C'est un gros chantier. Alors, c'est que dans le champ du ministère, les régimes spéciaux, SNCF, RATP, les routiers, les pilotes, les contrôleurs, donc je vais avoir un petit peu de travail ces prochains mois. Mais ce que nous avons commencé à faire, d'abord, moi, j'ai essayé de comprendre quel était le ressort de l'anxiété. Et je crois qu'il y a de l'anxiété réelle, notamment dans les régimes spéciaux que vous... C'est leur fin. C'est en tout cas la volonté de les faire converger vers le régime universel. Et je pense qu'il y a des vrais sujets de discussion avec l'ensemble des syndicats et des agents d'une manière générale sur comment on fait la convergence, comment on traite les départs anticipés, comment on intègre pénibilité et dangerosité, évidemment comment on donne le maximum de visibilité sur le niveau de pension à l'avenir. Ça, c'est des sujets de négociation et un par un, on va les prendre dans les bilatérales qui commencent la semaine prochaine. Et puis il y a l'ambition sociétale qu'on se fixe pour nous-mêmes, collectivement. Nous avons toujours ces deux discussions avec les syndicats. Le projet de société sur lequel nous sommes parfois en désaccord, mais là je crois qu'il faut être clair. Il y a eu
un vote, il y a une légitimité démocratique du président de la République à conduire ce projet structurant. Et puis il y a, et c'est très normal, des anxiétés individuelles. Et ça, il faut que nous y répondions. Entreprise par entreprise. Vous parlez discussion, négociation, eux ils parlent grève, ils parlent blocage. Est-ce que vous craignez une paralysie du pays? Non, d'abord, la crainte est toujours mauvaise conseillère en politique. Moi, je dis que nous allons construire ensemble cette réforme des retraites et que nous allons donner des garanties, secteur par secteur, sans ne rien nier de l'ambition, d'une manière générale, qui est une ambition sociétale pour la France, de se doter quand même de ce qui représente un des fondements de son pacte social, d'un régime de retraite soutenable dans le temps, pour tous et pour les générations futures. Et puis nous allons travailler, sujet par sujet, ceux que j'ai cités, avec les syndicats, de manière à avoir une réforme. Donc vous dites, attendez les discussions avant de faire grève, c'est ça le message que vous leur faites passer? Alors oui, ça c'est un bon message par exemple, et je leur dis que la semaine prochaine, nous allons discuter avec l'ensemble des syndicats pour commencer à construire, à cranter ces avancées une par une sur les sujets qui les intéressent au fond. Pour finir sur cette réforme des retraites, François Fillon s'est exprimé dessus hier, c'était dans une télévision suisse. Il a dit qu'Emmanuel Macron allait reculer sur cette réforme. Qu'est-ce que vous lui répondez à François Fillon? Oui, il a aussi une démarche un peu viriliste en comparant ces 2,5 millions de grèves. Enfin, qu'est-ce que je vous disais là-dessus? J'observe François Fillon. Vous ne rentrez pas dans la compétition? Nous ne rentrons pas évidemment dans la compétition et nous avons une ambition très structurante autour de la réforme des retraites. Il a fait une réforme paramétrique que d'ailleurs ont fait tous les gouvernements depuis une vingtaine d'années. Je ne critique pas ça. C'était probablement nécessaire pour tenir le système un peu plus longtemps. Je note que notre ambition est nécessaire pour faire cette réforme systémique que vous voulez faire. Parce que la réforme systémique, effectivement, elle permet de se projeter dans le futur pour tout le monde d'ailleurs, de façon plus équitable et pour l'ensemble des générations. Allez, pour terminer, on va parler un petit peu de vous. On parle des municipales. Est-ce que vous serez candidat à Limoges? Alors j'ai dit que je serais candidat sur la liste à Limoges, que je souhaitais une liste autonome à Limoges, car nous avons, je crois, commencé à faire un travail qui est reconnu localement, que nous avons enclenché une dynamique, et ceci sera tranché par la Commission nationale d'investiture d'ici à la fin octobre. Mais vous serez sur la liste, ça c'est acté. J'ai dit que si nous avons une liste autonome, je serai sur la liste et je serai très motivé pour accompagner la campagne qui va débuter, ou qui a déjà débuté dans les faits, mais qui débutera très prochainement. Justement, la stratégie des municipales à La République En Marche, on a du mal à avoir la lisibilité de cette stratégie. Est-ce que finalement vos tâtonnements, ça illustre le manque d'ancrage local, le manque de connaissance du terrain à La République En Marche? Mais je ne crois pas, parce que d'abord, ce qu'on dit de Limoges, on ne va évidemment pas le dire d'autres villes, et il y a des circonstances très locales, et pendant 2 ans, il s'est passé plein de choses. Ce sont des villes clés quand même. Ce sont des villes clés. Mais Paris, Bordeaux, Lyon. Là, vous parlez des grandes villes. Donc sur les grandes villes, c'est une chose, et moi, ce qui m'intéresse singulièrement, c'est la Haute-Vienne et Limoges, mais d'une manière générale, c'est notre capacité à continuer le renouvellement des têtes en politique, à s'ancrer dans les territoires, parce que le pari qu'on fait, c'est celui de s'installer durablement pour faire changer la façon dont la politique est réalisée partout dans nos territoires. C'est quand même ça l'objet dont on parle. Et donc, je crois qu'il faut prendre territoire par territoire les circonstances locales, essayer d'y apporter des réponses, parfois en alliance, parfois effectivement en soutenant les maires sortants qui ont fait un travail honorable, et parfois en menant des entreprises de conquête, comme à Limoges par exemple, où je crois que nous avons tout à fait la capacité. Mais est-ce que cette stratégie, elle ne risque pas de vous faire perdre certaines villes ? Et y compris de faire perdre les maires sortants, comme à Bordeaux par exemple. Mais moi je crois que la politique, encore une fois vous parlez de peur de perdre des villes, la politique c'est la conquête, le débat, et je crois qu'on aurait tort de s'inhiber a priori. Et que quand on a un projet pour une ville ou un territoire, eh bien on doit proposer ce projet, le soumettre au débat contradictoire, au vote des citoyens et en tirer des conséquences. Mais la politique, c'est pas la crainte et le repli sur soi, la politique, c'est l'envie et la conquête. Eh bien, merci beaucoup. Merci Jean-Baptiste Djebbari d'avoir été avec nous ce matin. Merci Fabrice Vesser-Redon. Lundi, à votre place, ce sera votre collègue du gouvernement, Jean-Baptiste Djebbari. Ce sera Adrien Taquet, secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance. Et on va tout de suite passer au Club des territoires avec notre bande de journalistes qui débattent de l'actu. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et en partenariat avec la presse quotidienne régionale et les télévisions locales, vous présente le Club des territoires. Le Club des territoires en partenariat avec la presse quotidienne régionale, les télévisions locales et les Indés radios. Avant d'accueillir notre bande de journalistes, vous savez, c'est vendredi. Et à cette heure-ci, c'est l'heure de notre reportage en région. Nos journalistes vont à votre rencontre parce que l'actualité, ça se passe chez vous.
vendredi, c'est l'heure du bilan. Toute la semaine, nous étions à Rennes, en Ille-et-Vilaine, pour parler de la rentrée universitaire. Et on vous a suivi, Béatrice Finzan. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, on a vu bien sûr vos reportages tout au long de la semaine. Qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce qui vous a marqué? Alors, Oriane, ce qui nous a le plus marqué quand on est arrivé à Rennes, c'est la grande précarité des jeunes, des étudiants. On a vu une file d'attente devant l'épicerie gratuite à Rennes 2 très longue. Donc, je ne sais pas si on a les images, si on peut... Voilà, comme ça permettra de commenter. On va aller voir. Ils sont à peu près 200 à attendre pour pouvoir récupérer le premier, pour certains, repas de la journée. Beaucoup nous ont dit que ça leur permettait de tenir la semaine. Donc, c'est quand même assez affolant. Et donc, ces repas récupérés par les bénévoles dans les supermarchés, donc c'est tous les invendus, c'est également une façon de lutter contre le gaspillage alimentaire. Au total, depuis l'ouverture de l'épicerie en 4 mois, il y a quand même 5 tonnes de nourriture qui ont été récoltées et une distribution, environ 3000 repas distribués. Donc, je vous propose d'écouter Nolwenn Alsace, qui est coprésidente de l'épicerie gratuite. On savait qu'il y allait avoir un besoin. Après, à l'ouverture l'année dernière, on ne s'attendait pas à avoir autant de monde. Et on a été à la fois contente que les 6 mois de travail servent à quelque chose. Et à la fin, on a été un peu triste aussi parce qu'on a vu aussi tout le gaspillage qu'il y avait et tout le besoin des étudiants, quoi. Il y a vraiment des gens pour qui ça sert. Enfin, des fois, on a des échos en disant « nous, on ouvre à 18h ». Et les gens disent c'est la première fois que je mange de la journée, quoi. Donc forcément, on ne peut pas étudier correctement le ventre vide comme ça, quoi. Et justement, selon une étude, 20% des étudiants ne mangeraient pas à leur faim, seraient sous le seuil de pauvreté en France. Ça représente quand même 1 étudiant sur 5. Et dans certaines filières, on nous a dit de Rennes 2, c'est 1 étudiant sur 3 qui ne mange pas à sa faim. Pourtant, beaucoup d'étudiants qu'on a rencontrés ont un petit boulot, voire 2, mais ça ne suffit pas. Et pourtant, on l'a vu tout au long de la semaine dans vos reportages, Béatrice, que la ville de Rennes, la métropole aussi d'ailleurs, elle fait beaucoup pour aider ses étudiants. Oui, alors justement, c'est une ville qui est très tournée sur ses étudiants, parce que l'un de ses anciens maires était universitaire, donc a beaucoup travaillé sur cette politique-là. Et d'ailleurs, il y a un chiffre assez édifiant de l'étudiant, qui est très bien classé, puisque c'est quand même la 4e ville de France où il faut bon vivre pour un étudiant. Et puis la ville met aussi le paquet sur le logement, en faisant en sorte dans le centre-ville que les loyers mettent une pression pour pas que les loyers soient trop élevés. En moyenne, c'est 60 € moins cher qu'ailleurs en France. Donc c'est quand même déjà pas mal. Et aussi, évidemment, la ville a pris conscience de cette problématique de la précarité, puisqu'en mars dernier, elle s'est associée à l'épicerie gratuite en permettant aux bénévoles de récupérer les repas non servis des cantines scolaires de la ville. Donc ça a permis à l'épicerie de servir également des plats chauds et d'ouvrir 3 fois par semaine au lieu d'1 fois au moment de sa création. Donc voilà, il y a quand même toute une politique qui va dans ce sens-là. Et malheureusement, c'est un succès bien triste, puisqu'il y a déjà une 60aine de personnes qui sont allées voir l'épicerie pour mettre en place dans leur université ailleurs en France le même modèle. Eh bien, merci beaucoup, Béatrice. On a bien sûr, je vous rappelle, suivi vos reportages à Rennes tout au long de la semaine. Vous étiez d'ailleurs, on le dit, avec Michael Spitzberg. La semaine prochaine, nos équipes seront dans le Cher à l'occasion du Congrès des départements de France qui se tiendra à Bourges en fin de semaine. Et vous le verrez bien tout au long de la semaine dans ces reportages. Nous traiterons des thèmes dont s'occupent les départements. On parlera notamment des mineurs non accompagnés. On parlera aussi des déserts médicaux, puisque vous allez le voir, les départements mettent en place des choses pour lutter contre ces déserts médicaux. Ce sera donc à suivre tous les jours la semaine prochaine à cette heure-ci dans Bonjour chez vous. On va donc passer maintenant au club de ce club des territoires. Et avec la bande, vous allez le voir, on va les accueillir dans quelques instants. On parlera de Rouen, puisque 3 ministres se rendent sur place aujourd'hui pour lancer un comité de transparence. On parlera également de la ville de Bordeaux, puisque on a un journaliste de La Tribune, et La Tribune a fait un sondage qui met les écologistes en bonne position dans cette ville de Bordeaux face aux divisions entre GPI et La République En Marche. On va en parler. Mais premier thème de ce club, ce sera Gérard Larcher, le président du Sénat, qui hier était à Sèvres pour tenir une convention nationale de la droite et du centre, France Territoire, puisque le président du Sénat veut reconstruire la droite et le centre par les territoires. On va voir le résumé de cette soirée, c'est avec Jonathan Dupriez. Ni assemblée générale, ni meeting politique. C'est dans cet état d'esprit que Gérard Larcher a fait la synthèse de son tour de France des régions, entamé en juin, après la débâcle des LR aux européennes. On doit se
repenser, se réinventer, nous accepter dans nos diversités, mais surtout, c'est peut-être la priorité, retrouver le lien et la confiance avec les Français. Après 11 déplacements en région, le président du Sénat veut en finir avec la verticalité, rebâtir la droite en partant des territoires, mais surtout rassembler bien au-delà du parti. Des figures centristes comme Hervé Morin ont fait le déplacement et même des personnalités de droite sorties du giron du parti comme Valérie Pécresse. C'est des élus, c'est des présidents de région, des présidents de département qui aujourd'hui font au quotidien de très très belles choses et qui changent au quotidien la vie des habitants de leur territoire. Et donc on a des idées pour résoudre les problèmes de la France. Et ces idées, il faudra les chercher dans les territoires. Et des enjeux locaux, aux scrutins nationaux, il n'y a qu'un pas. François Baroin a ainsi salué l'initiative de Gérard Larcher, se rassembler maintenant pour éviter une nouvelle déconvenue face au RN en 2022. La dualité politique que l'on veut nous imposer est une dualité mortifère. Et si nous sommes ici ce soir autour de Gérard, c'est que nous n'acceptons pas que l'on nous impose cette dualité, car accepter la dualité, c'est accepter un jour l'alternance. Et c'est donc par notre silence, par notre inaction, par notre immobilisme, l'acceptation qu'un jour le Rassemblement national dirige le pays. Mais le projet France Territoire devrait avant tout servir de base pour nourrir les candidats aux municipales. Il y a les contributions qui vont encore nous arriver. Et à partir de ça, on va bâtir un référentiel. Vous avez compris que ces référentiels, il n'est pas fait pour être un rapport de plus, il est fait pour être demain mis à la disposition d'élus qui partagent nos valeurs. Cette réunion de Gérard Larcher intervient à seulement 3 jours de l'élection du futur président des LR, mais aucun des 3 candidats n'a fait le déplacement. Et on va commencer le débat de ce club avec vous, messieurs. Bonjour, Samuel Le Goff, Jérôme Marin, Stéphane Vernet et Quentin Calmet. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, on l'a vu, hein, Gérard Larcher qui a réuni hier sa convention nationale. C'était l'épilogue de ce Tour de France qu'il fait depuis 3 mois pour rassembler la droite et le centre. Stéphane Vernet, Gérard Larcher, c'est le mieux à même maintenant, même le seul, à pouvoir rassembler la droite et le centre? Bon, écoutez, pour l'instant, l'exercice a fonctionné, il a réuni du monde. Maintenant, il faut qu'il fasse la synthèse des travaux, ça reprend encore un peu de temps. Et à l'arrivée, il entend créer une plateforme qui sera mise à disposition avec un certain nombre de propositions, d'idées synthétiques, qui sera à disposition de la droite et du centre, notamment dans le cadre des municipales. Il voudrait qu'un certain nombre de candidats s'emparent d'un certain nombre d'idées. Le vrai intérêt de sa démarche, à l'heure actuelle, pour l'heure, c'est que en faisant ce qu'il a fait, Gérard Larcher a permis à des gens qui ne se parlaient plus de se retrouver et de renouer le dialogue. Et ça pour la droite et pour le centre, mais il y en avait besoin. Donc l'intérêt réel, à mon sens, de ces conventions aujourd'hui, et la réussite de ces conventions, elle passe d'abord par cet aspect-là. Vous êtes d'accord, Samuel Le Goff? Il a réussi à renouer le dialogue? Oui, parce qu'il a eu l'habileté de ne pas rentrer dans le dispositif par un angle politique, mais par un angle, il y a des élections locales. Nous avons tous besoin d'être réélus et pour ça, il faut qu'il y ait une base programmatique. Or, le parti actuellement n'est pas en état de la produire. Donc, il a dit, on fait quelque chose à côté. Et donc, les gens se sont parlé, non pas de politique à politique, de chapelle à chapelle, mais de grand élu à grand élu qui avaient les mêmes besoins. Et ça a créé un collectif. François Baron, hier, il a alerté pendant cette convention sur le duel entre La République En Marche et le Rassemblement National qui serait mortifère pour la démocratie. Mais est-ce que les Républicains, est-ce que la droite sont encore en mesure d'éviter ce duel? C'est toute la question que pose François Baroin, et pas que François Baroin, parce que c'est quand même une rhétorique qu'on entend dans tous les partis d'opposition, notamment les 2 grands partis qui ont été les partis qui ont exercé le pouvoir, le PS et les Républicains, qui ne sont ni l'un ni l'autre aujourd'hui en état d'incarner cette alternance. Ils sont toujours en reconstruction, on est toujours dans une phase de recomposition du paysage politique. On ne sait pas si ces 2 formations politiques qui ont dominé tout le paysage pendant des décennies vont être à même de peser encore ou de représenter encore quelque chose dans les années qui viennent. Ils sont dans une situation qui est quand même très compliquée. Et du coup, l'idée, c'est de dire qu'effectivement, si tout se réduit à un affrontement entre La République En Marche
et le Rassemblement national. Le jour où les électeurs en auront assez de La République en marche, si on est vraiment enfermé dans cette dialectique-là, ils se tourneront mécaniquement vers le Rassemblement national. C'est ce qu'on a vu dans le sujet que vous avez présenté, ou c'est ce que disait très clairement François Baroin, mais il n'est pas le seul à le dire. C'est-à-dire que vous avez toute la classe politique aujourd'hui, ou toutes les oppositions, qui ont cette peur ou cette crainte dans le viseur. Samuel Le Goff. Oui, tout à fait. Surtout que pour la droite, et comme le PS, les municipales et les élections locales sont le tournant, parce qu'il faut qu'ils gardent une base d'élus locaux. S'ils perdent leur ville, s'ils perdent leur bastion, après la reconstruction sera très très difficile. Et c'est l'instant capital, c'est pour ça qu'ils mettent toute leur force dans la bataille. Un mot sur un retour à droite. Hier, c'est celui de François Fillon qui a donné une interview à la télévision suisse. Interview, alors... s'il faut avoir un peu d'ironie, s'il faut avoir un lâchage de la part de François Fillon. En tout cas, il attaque notamment Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'il faut voir dans ce retour, dans cette interview, Stéphane Vernet ? Je sais pas, honnêtement, j'en ai aucune idée. Ça fait plusieurs jours qu'il était réapparu sur Twitter, enfin, qu'il revient dans l'espace public. Quelles sont ses intentions ? Quel est le calcul ? J'en ai aucune idée. Alors, il vous a pas échappé qu'il y a des élections chez les Républicains à la fin le week-end prochain, mais il n'est pas candidat. Donc non, franchement, je sais pas. Disons qu'il va quand même passer devant un tribunal correctionnel prochainement pour ses affaires d'emploi fictif, et donc il y a besoin d'une préparation médiatique. C'est-à-dire, il va pas arriver brutalement devant les juges. Il faut quand même qu'il prépare l'opinion, je pense. C'est davantage une opération de communication pour essayer d'accompagner un procès qui sera quand même à haut risque pour lui. Et donc, il amorce la pompe. Donc, il serait en train de nous réhabituer à sa présence. Et à son humour. Eh bien, on suivra tout ça. On va parler d'un autre sujet, c'est l'incendie de l'usine Lubrizol de Rouen. 2 semaines après cet incendie, aujourd'hui, 3 ministres se rendent sur place. Agnès Buzyn, Elisabeth Borne, Didier Guillaume. Ils vont installer un comité de suivi de la transparence. C'est un bon signal envoyé par le gouvernement, Samuel Le Goff. Est-ce que ça va suffire ? On sent que l'inquiétude est toujours palpable sur place. C'est un rattrapage un peu tardif, parce qu'ils se sont quand même rendus compte qu'au moment du drame, la communication gouvernementale n'a pas pris. Les choses n'ont peut-être pas été menées comme il aurait fallu. Et résultat, aujourd'hui, ils courent après cette crédibilité de la parole publique en installant des comités de transparence. Mais le mal est quand même profond. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la parole publique qui n'est plus reçue comme étant naturellement d'autorité et où il faut qu'elle soit accompagnée d'experts. Mais on voit le même problème au niveau des politiques. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de faire des conventions citoyennes pour faire passer les mesures les plus difficiles parce qu'eux n'ont plus la légitimité pour les proposer. Se créer un comité de la transparence, Stéphane Vernet, ça veut dire qu'en soi, déjà, la transparence, elle n'est pas acquise, elle n'est pas évidente. Mais parce qu'on vit aussi dans une société du soupçon et de la défiance. Donc il y a effectivement eu un certain nombre de couacs au niveau de la communication au départ, où vous aviez des pouvoirs publics qui manifestement cherchaient à rassurer quand les gens voulaient être informés. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Et plus ils cherchaient à rassurer, plus vous aviez une défiance qui s'installait, parce qu'en se disant, s'ils cherchent à nous rassurer à tout prix, c'est qu'ils nous cachent quelque chose. Voilà. Or, à l'arrivée, la réalité, c'est celle qui a été exprimée après coup, quelques jours après, c'est qu'en réalité, sur l'impact réel ou la réalité des pollutions et notamment les risques pour la santé, en réalité, personne ne sait, parce que personne n'est en capacité de dire précisément quels sont les risques encourus pour la santé. Donc, il y a eu des mesures, etc., mais tout ce qui est effet cocktail, donc il y a un besoin manifeste de mettre les choses sur la table, mais pas n'importe comment. C'est-à-dire que dans les premiers temps aussi, l'exercice de transparence a consisté à dire on vous donne la liste complète des produits qui ont brûlé sur le site. Ce qui n'a aucun sens. Ça c'est pas une information. Et donc, il y a un curseur à trouver, ce comité de suivi. Et pour arriver à une vraie transparence, une vraie information, il faut être aussi capable d'interpréter les données. Il ne suffit pas de les mettre sur la table. Donc il y a un besoin et il y a un travail effectif à faire en la matière. Cet incendie de l'usine Lubrizol, il pose la question de la gestion des sites Seveso. Il y a une commission d'enquête sénatoriale qui a été créée à ce sujet hier. Et vous, Jérôme Marin, en une de la tribune, vous posez cette question, peut-on se passer des usines Seveso ? Quelle est la réponse alors ? C'est difficile parce que c'est beaucoup d'emplois. Il n'y a pas de chiffre précis, mais si on prend par exemple le secteur de la chimie, qui est à peu près 400 sites Seveso, c'est plus de 200 000 emplois en France. Donc c'est beaucoup d'emplois directement ou indirectement liés à ces sites dangereux. Et puis sur les territoires également, si on prend par exemple à Dunkerque, plus de 20% des emplois sont liés à des usines Seveso. Plus de 75% des emplois de la ville dépendent directement de l'activité de ces usines. Donc
c'est difficile. On comprend que le débat entre l'inquiétude, la gestion des risques, et puis l'ancrage territorial. Donc on comprend la dangerosité, mais finalement c'est difficile de s'en passer. C'est ça. Donc il n'y a pas vraiment de solution aujourd'hui, parce que c'est difficile de bouger ces usines. Ce serait un risque également de sortir ces produits dangereux. Elles sont à proximité des villes. Il y a 1 million de Français aujourd'hui qui habitent à moins d'1 kilomètre d'une usine Seveso à seuil haut. Donc c'est vraiment des enjeux très compliqués et il n'y a pas de solution pour aujourd'hui, en tout cas en court terme. Et que la commission d'enquête sénatoriale a raison de se pencher sur la gestion de ces sites. Il y a des questions, il y a des interrogations. Bien sûr. Il y a les questions au niveau de l'implantation. Ça, c'est sûr que aujourd'hui, le développement urbain a fait que les habitations sont de plus en plus proches de ces usines. Donc les prochaines usines, il faudra réfléchir où les implanter, comment gérer les habitations autour. Est-ce qu'on va autoriser des habitations à devenir de plus en plus proches, ou alors justement on change un peu de règles, on met un périmètre plus long, plus grand pour empêcher tous les risques. Et puis après des questions de rénovation des logements qui sont proches des usines Seveso. Donc tout ça, c'est de l'argent aussi public à mettre en œuvre pour gérer le problème. Et tout ça, c'est à lire aujourd'hui dans La Tribune. Peut-on se passer des usines Seveso? Ça, c'était la une de La Tribune. On va voir avec vous, Quentin, la une des quotidiens régionaux d'aujourd'hui. Et on commence, Quentin, avec le quotidien de Stéphane. Ouest France, l'usine Michelin qui va fermer, le choc à La Roche-sur-Yon. Oui, tout à fait. Regardez, l'usine Michelin ferme, le choc à La Roche. Le quotidien qui était en Vendée hier lorsque les salariés ont appris la nouvelle. Et effectivement, ce n'était pas une surprise pour les salariés, mais ça restait un choc. L'un d'entre eux a dit « On m'annonce en 15 minutes la fin de 32 ans de ma vie ». C'est un témoignage à lire dans Ouest France. Et également, dans Ouest France, regardez, il y a cette interview du président du groupe Michelin. Il explique « Le site était dans une impasse, mais Michelin n'abandonne jamais personne. Les salariés, ils pourraient avoir à déménager pour rester dans l'entreprise, en tout cas à La Roche-sur-Yon. L'inquiétude, elle est très vive, car Michelin, c'est le 2e employeur privé de la ville. Et puis il y a une autre question à la une de la Provence, Quentin. Vous en parlez? Ah oui, oui, à la une de la Provence, la taxe d'habitation. Alors je ne vais pas vous le faire avec l'accent marseillais, ça pourrait. Mais voilà. Et pour vous alors, est-ce que ça baisse? Demande le quotidien. Donc les avis arrivent dans les boîtes aux lettres. La situation, elle est compliquée. Regardez, d'ailleurs, c'est tout l'enjeu de ce chapeau là. Il y a la situation pour 80% des foyers qui ne devraient plus payer que 35% de l'impôt. D'autres vont en payer davantage, car ils ont davantage de revenus. Et certains vont la payer jusqu'en 2023. On revient sur toutes ces situations donc dans la Provence à Marseille. Et puis on parlait des sites Seveso, c'est à la une du Maine Libre. Voilà, depuis quelques jours, on voit beaucoup de quotidiens de la presse, notamment régionale, qui s'interrogent sur les sites Seveso dans leur département. Et donc aujourd'hui, c'est le Maine Libre qui se concentre sur les sites au-delà de la catastrophe en Seine-Maritime. Alors, de quoi parle-t-on dans la Sarthe? Je vais faire un petit peu monsieur météo ce matin. Regardez la carte du département. On parle notamment des usines à haut risque, comme celle de Butagaz, mais également une usine de fabrication d'armes, de munitions ou encore de fusées de détresse, rien que ça, ou encore ici un dépôt pétrolier. Autant de sites il faut surveiller particulièrement dans le département. Dans le journal, on peut lire à la fois le témoignage de la directrice de cabinet du préfet et les témoignages des riverains qui sont particulièrement inquiets et aimeraient être davantage informés, nous dit le journal. Allez, on termine avec Paris-Normandie. Alors, c'est pas pour parler de Lubrizol, mais du Brexit. Oui, c'est la version du Havre de Paris-Normandie. Et vous le voyez, ces mots, prêts pour le Brexit. On en a déjà parlé ensemble. Il s'agit de comment se préparer à l'arrivée imminente du hard Brexit. Et effectivement, avec cette notion de frontière intelligente qui a été développée dans les ports où voilà, comme ça, on peut passer la frontière et on peut traverser la Manche pour éviter, bien sûr, les flux de camions à la fin du mois. Il s'agit d'anticiper les formalités douanières ou encore d'informatiser certaines de ces formalités. Et donc, Paris-Normandie qui explique comment les ports se préparent. On aura bien sûr l'occasion d'en reparler dans ce Club des Territoires. Merci beaucoup, Quentin. On va passer à un autre sujet. Ce sont les municipales. Municipales à Bordeaux, puisque dans la Tribune, vous avez fait un sondage sur ces municipales. Avant d'en parler avec vous, messieurs, on va voir les enseignements de ce sondage. C'est avec Flora Sauvage. Un match plus serré que prévu dans la cité girondine. En mars dernier, Nicolas Florian a succédé à Alain Juppé à la mairie de Bordeaux. Le candidat LR arriverait en tête au premier tour des élections municipales, selon un sondage Elab. Doté d'un déficit de notoriété, son avance serait serrée en cas d'alliance entre Europe Écologie Les Verts et le Parti socialiste.
Dans l'hypothèse d'une liste menée par Pierre Urmic, le candidat écologiste, et soutenu par le PS, Nicolas Florian obtiendrait 32,5% des voix et l'alliance entre écologistes et socialistes obtiendrait 30,5%. Dans l'autre scénario testé, celui d'une liste Europe Écologie Les Verts sans le soutien des socialistes, le candidat jupéiste allié aux centristes serait crédité de 31,5% des voix. L'alliance historique de la droite et du centre, chère à Alain Juppé, est aussi menacée par l'annonce en juillet de l'investiture accordée par La République En Marche à Thomas Cazenave, un énarque de 41 ans. Crédité de 11 à 13% des intentions de vote, l'actuel délégué interministériel à la transformation publique est à la traîne, mais il pourrait être un caillou dans la chaussure de Nicolas Florian dans la course pour la mairie de Bordeaux. Sans compter Vincent Feltès pour la liste d'hiver gauche, qui est crédité de 9% des voix, l'ancien conseiller de François Hollande pourrait détenir les clés du scrutin en faisant pencher la balance pour une coalition à gauche. Jérôme Marin, puisque c'est un sondage pour la Tribune, on voit les enseignements de ce sondage. Eh bien, le maire sortant, Nicolas Florian, soutenu par Alain Juppé, il est clairement menacé par les divisions entre La République En Marche et les juppéistes. Oui, menacé par ces divisions et menacé également par la montée des Verts d'Europe Écologie. 30% avec une alliance avec le PS, plus des reports de voix vraiment positifs. Donc la possibilité de prendre la mairie de Bordeaux, qui est depuis 1947, depuis l'après-guerre, à droite. Donc il y a vraiment un problème qui se pose aujourd'hui à la mairie de Bordeaux pour les Républicains. Comment gérer l'après-Juppé. Et aujourd'hui, la solution, ils l'ont pas pour l'instant. On le rappelle qu'Emmanuel Macron a imposé en quelque sorte un candidat à Bordeaux, alors que les juppéistes soutiennent évidemment le maire sortant, que le MoDem soutient le maire sortant. Est-ce que ça risque de coûter la mairie aux juppéistes ? Je ne sais pas. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y a tension. Et alors, moi, je vois les choses d'un point de vue un peu différent. Ce qui se passe à Bordeaux est très intéressant. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, les prochaines élections municipales vont être des élections totalement, ou presque totalement dépolitisées. Ça va être une grande nouveauté. Vous allez avoir un nombre incroyable de gens qui vont se présenter sans étiquette, ou qui vont complètement gommer leur parti, parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, c'est plus un gage d'élection, c'est plus un gage de victoire, c'est un handicap, tellement le rejet de la politique est fort dans l'électorat et parmi les Français. Donc tout le monde va gommer, on va parler projets, on va parler listes citoyennes, société civile, etc. Et on va surtout pas trop faire référence à. Mais qu'est-ce qui va se passer ? En 2014, qui était la dernière municipale, qui était où ça a bien bataillé, vous avez quand même 80% des exécutifs qui se sont représentés, qui ont été réélus. 80% des maires qui se sont représentés ont été réélus. Il y a aussi une prime au sortant. Et donc, cette prime au sortant, elle va jouer aussi cette fois-ci. Et il y a un certain nombre de maires qu'on pourrait croire, enfin des villes qu'on pense prenables, etc., qui ne basculeront pas. En réalité, là où ça va être le plus tendu et le plus intéressant à suivre, c'est partout où le maire historique ne se représente pas. Et c'est précisément le cas de Bordeaux. Et toute la question est de savoir si les Bordelais, dès maintenant, considèrent que leur nouveau maire est le maire légitime ou le successeur d'Alain Juppé, c'est Nicolas Florian, ou si le jeu est ouvert. Et à ce moment-là, il peut se passer quelque chose. Si les Bordelais considèrent qu'il y a continuité et que leur maire légitime, c'est l'ancien adjoint d'Alain Juppé et qu'il sera élu, à mon avis, sans trop de difficultés. Sinon, il peut se passer plein de choses. Samuel Le Goff. Oui, l'autre point intéressant est de voir le rapport de force à gauche qui bascule de façon très nette en faveur des Verts. Et là, je dirais, Bordeaux n'est qu'un exemple parmi d'autres villes. C'est-à-dire, chez EELV, ils ont un tableau de chasse qui est ouvert, des villes comme Rennes, Nantes, Grenoble, ils l'ont déjà, mais ils peuvent se dire, dans pas mal de villes, Paris, on peut arriver devant le PS au premier tour. Et donc, dans la logique ancienne de on se retrouve, on fait une liste commune, mais là, cette fois-ci, c'est les Verts qui prennent la tête de la liste commune. Donc, on pourrait avoir un certain nombre de surprises. Et effectivement, à Bordeaux, outre le phénomène, le maire historique, parce que Bordeaux n'a eu que 2 maires depuis la Libération. Donc là, tout est ouvert. Ils peuvent très bien se dire, pourquoi pas les Verts ? Ensuite, la campagne ne fait que commencer. Il faut voir aussi la constitution des listes. C'est-à-dire, une liste municipale, c'est un patchwork, un équilibre entre les différentes communautés, les personnalités en vue. Et c'est aussi ce collectif que les gens jugent au moment de mettre leur bulletin dans l'urne. Donc,
Pour l'instant, il n'y a que les têtes de liste désignées. Reste à voir qui les accompagnera. D'autant, Jérôme Marin, que les Verts, ils sont aussi très hauts dans les précédentes villes que vous avez testées. Vous avez fait des sondages sur Marseille, sur Montpellier. Et à chaque fois, vous constatez une percée des écologistes en À chaque fois, c'est entre 1 point et 3 points de plus par rapport aux européennes, qui sont généralement un scrutin qui réussit bien aux Verts. Donc c'est un mouvement qui continue. Et notamment parce que 2009 a été une année où on parle beaucoup de climat, on parle beaucoup de réchauffement climatique, donc une prise de conscience également chez les électeurs. Et donc les Verts jouent très bien dessus en se présentant comme la seule alternative pour le climat, en disant les autres partis, eux, essayent de récupérer un peu les électeurs inquiets. Mais on est les seuls vraiment qui sont intéressés sur ce sujet. Stéphane Vernet, on disait les Verts, ce sont les européennes qui réussissent. On l'a vu en 2009, ils ont marché aux européennes, ils n'ont pas marché aux élections suivantes. Est-ce que là, ça va changer? Est-ce que les municipales seront aussi bonnes que les européennes pour les Verts? La constante chez les Verts, c'est d'être très fort aux européennes et très très faible à la présidentielle, par exemple. Ça, bon, voilà. Et c'est ce cercle vicieux, cette spirale, qu'ils sont convaincus aujourd'hui de pouvoir briser. Et en fait, toute la stratégie du parti est exactement celle qui a été décrite par Samuel. L'idée, en fait, c'est d'arriver aux municipales et de gagner des municipales dans une logique d'alliance comme par le passé. Mais cette fois-ci, en étant en tête, et donc en contraignant les alliés à négocier avec eux, et non plus l'inverse. Ce que nous montrent les sondages, et vous l'avez très bien dit, c'est qu'a priori, dans la tête du public, des électeurs, la musique, elle prend. Donc la stratégie est pas si mauvaise, ça peut fonctionner. Sauf que moi j'ai quand même une réserve, c'est que les sondages sont toujours très précis et efficaces, mais le sondage c'est toujours une photo de l'instant. Et là on est quand même à plus de 6 mois des élections. Il peut encore se passer plein de choses, et notamment il y aura toute la partie campagne, ce qui va se passer sur le terrain, la personnalité des candidats. Donc aujourd'hui ils sont très hauts dans les sondages. Ça ne veut pas dire que ça ira à terme. Il faut voir. Peut-être une dernière chose. Cette rhétorique aussi, je vais faire le lien avec ce que disait François Baroin tout à l'heure et sur lequel vous nous avez interrogé, c'est la problématique de l'alternance. L'autre stratégie des Verts au niveau national pour la présidentielle, c'est de dire Emmanuel Macron veut enfermer le paysage politique français dans un bloc République en marche contre Rassemblement national. C'est dangereux, précisément pour ce qu'on expliquait tout à l'heure. Et nous, les Verts, on peut être la troisième force qui incarne quelque chose, qui s'immisce entre les deux. Et donc, l'alternance, qui ne soit pas une alternance d'extrême droite ou de droite dure, pour la prochaine présidentielle. Et on aura bien sûr largement l'occasion d'en reparler dans cette émission. Vous le savez, comme tous les jours, on se rend au plus près de vous grâce à nos partenaires des télés locales. Aujourd'hui, direction 3 pour parler de la 14e édition du Forum UTT Entreprise. Ce sont des étudiants, des jeunes diplômés de l'Université Technologie de Troyes qui ont pu rencontrer 125 entreprises différentes, des startups, des PME, des grandes entreprises. Et vous allez le voir, ce n'est pas simplement un entretien d'embauche, mais bien plus que ça, c'est un véritable projet professionnel. Regardez ce reportage de Justine Brasier pour nos partenaires de Canal 32. Un forum UTT Entreprise pour recruter des ingénieurs étudiants en stage, alternance ou pour un premier emploi. Objectif pour l'université, permettre aux jeunes de se créer un réseau professionnel avant même d'être sortis de l'UTT. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on a déjà une insertion professionnelle qui est excellente, mais qui ne fait que s'améliorer. Et c'est grâce à des journées comme celle-ci où les étudiants vont pouvoir avoir un coup de cœur pour une entreprise, pour une culture d'entreprise ou pour une thématique, qu'ils vont finalement pouvoir définir leur projet professionnel et finalement s'insérer de façon beaucoup plus rapide. C'est possible de se débrouiller par soi-même, mais c'est beaucoup plus dur parce que les contacts, on ne les a pas, alors qu'une fois qu'on a fait le forum, on peut ajouter même les gens après sur LinkedIn et refaire des contacts et même voir les offres de stage qu'ils peuvent proposer. Donc c'est quand même beaucoup plus simple et ça nous offre quand même un panorama d'entreprise avec tous les noms où chercher. 125 entreprises étaient représentées. Leur but, avoir un premier contact avec les étudiants avant d'en recontacter certains pour un entretien d'embauche. À l'UTT, on a déjà une idée du nombre de stagiaires qu'on va recruter, nos besoins, etc. Donc c'est pas juste montrer notre marque qu'on vient faire ici, c'est vraiment un premier contact. On prend leur CV, on qualifie avec eux des choses assez basiques, en quelle année ils sont, si c'est un stage, une alternance, un CDI qu'ils cherchent et leur date de disponibilité et voir si on peut leur proposer quelque chose et à ce moment-là on les recontacte par la suite. On arrive au niveau du stand, on parle avec l'entreprise, elle se présente, elle dit un peu ce qu'elle a à nous offrir. On lui présente notre parcours, ce qu'on a déjà fait, nos compétences.
Et après, en fonction, si ça match, on va un peu plus loin dans la discussion et on échange et voir s'il pourrait y avoir un éventuel entretien après ou plus tard ou pas. Les étudiants se sont préparés pour le forum. Ils sont venus se présenter avec leur curriculum vitae et des fiches d'entreprise leur ont été fournies par l'établissement. On a eu plein de conseils en amont, on a eu ce petit book avec les entreprises qui étaient présentes. Donc c'est surtout trouver, déjà faire son choix, qui est-ce qu'on veut aller voir, un peu savoir ce qu'on recherche. Avoir un CV bien fait, bien à jour, et puis regarder, recouper avec les offres de stage qu'ils ont par exemple sur leur site web ou par rapport au book de stage à l'UTT. Et puis voilà, y aller avec un beau sourire. Au total, près de 700 étudiants se sont rendus à la halle sportive de l'UTT pour participer au forum. Et on va passer maintenant à la revue des tweets des sénateurs. Et c'est avec vous, Quentin Calmet. Et les sénateurs, ils ont beaucoup réagi à l'information d'hier. Sylvie Goulard, retoquée par les députés européens. Voilà, beaucoup de messages. On va vous en montrer quelques-uns. On va commencer avec Esther Benbassa. Elle a résumé ce qui avait été reproché à Sylvie Goulard avec ces mots. Possibles emplois fictifs, doute sur son indépendance. Sylvie Goulard recalée pour le poste de commissaire européenne. Elle a parlé du mauvais choix d'Emmanuel Macron qui fragilise la voix de la France en Europe et attire l'attention sur le manque de probité d'une certaine classe politique française. Cette question, notamment de l'image de la voix de la France, elle est beaucoup revenue dans les messages des sénateurs hier. Regardez par exemple le message de Patrick Kanner, le patron des sénateurs socialistes. Il a adressé un message à peine voilé à Emmanuel Macron. On ne peut pas avoir raison tout seul, tout le temps, contre tout le monde. L'image de la France n'en sort pas grandie. Il a signé un PK, c'est lorsqu'il écrit ces messages lui-même. Et cette question de l'image de la France, elle était aussi dans un message d'une autre sénatrice du Nord. Elle a parlé de cette candidature rejetée comme d'une leçon cinglante pour Emmanuel Macron et une humiliation pour notre pays. Beaucoup de messages très sévères. Elle a dit « Nous payons cher la prétention du président français. Un peu d'humilité ne lui nuirait pas. » Il n'y a pas que la gauche qui est attaquée. On va voir les sénateurs de droite aussi. Un autre patron de groupe, Bruno Retailleau, patron des sénateurs LR, il a dit « En s'obstinant contre toute évidence à vouloir imposer la candidature de Sylvie Goulard, Emmanuel Macron inflige à la France une terrible humiliation sur la scène européenne. » Encore cette idée de l'image de la France détériorée sur la scène européenne. Dernier message que je voulais vous montrer. Le vice-président du Sénat, Philippe Dallier, qui a insisté sur cette phrase d'Emmanuel Macron lorsqu'il a appris, vous voyez, le rejet de la candidature. Emmanuel Macron a dit ne pas comprendre ce qui s'était joué, peut-être de petitesse, peut-être de ressentiment. Eh bien ça a fait réagir Philippe Dallier. Il a dit drôle de conception du rôle des parlementaires qui devraient donc systématiquement faire ce qu'on leur demande. On a déjà entendu cela ici. Stéphane Vernet a une réaction à cette revue de tweet et à ce rejet de la candidature de Sylvie Goulard. En fait, ça montre bien que l'Europe et ses institutions sont en train ont changé, changent profondément. Et c'est-à-dire, ce que pas peut-être forcément compris le chef de l'État, c'est que il a réussi à créer un grand bloc central et donc il fait changer les choses. La commission, il a réussi à impulser en fait une composition de la commission tout à fait originale et différente, etc. Parité, enfin voilà, avec des thématiques. Et donc il a fait changer les choses aussi. Mais le Parlement lui-même, l'institution, elle change aussi. Et ce rejet montre que y a pas de c'est aussi une expression démocratique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que les jeux d'appareils ou les accords qui sont scellés en coulisses, c'est ce qu'il dit. Il dit moi je comprends pas. Ils s'étaient mis d'accord, etc. C'est retoqué. Et je trouve que c'est plutôt sain et que ça montre que l'ensemble se structure et s'autonomise. Et c'est plutôt une très bonne chose pour la démocratie. Samuel Le Goff. Oui, et un troisième point également, le fait qu'au Parlement européen, l'ensemble conservateur-socialiste n'a plus la majorité absolue à eux deux. Ils sont obligés d'avoir un troisième partenaire, ce qui fait qu'il y a une redistribution des cartes qui se fait. Et les Allemands, au départ, le PPE allemand avait mis son candidat Manfred Weber qui s'est fait retoquer assez méchamment parce que justement, il n'avait plus la majorité. Et donc, quelque part, c'est un peu la monnaie de la pièce que les conservateurs renvoient à Emmanuel Macron. Quelque part, la nouvelle majorité à 3 est en train de se caler, mais simplement, il y a des redistributions et ça fait un peu mal au début. Allez, merci messieurs, merci Samuel Le Goff, merci Jérôme Marin. On va revoir la une de la Tribune, les municipales à Bordeaux, les usines Céveso, la une de Ouest France avec vous Stéphane Vernet. Merci à tous les quatre d'avoir été avec nous. Pour finir cette émission, je vais regarder enfiler cette blouse. Cette blouse, c'est le symbole du Pasteur-Don, puisque j'ai la chance cette année et l'honneur de représenter Public Sénat dans cette opération. Donc Public Sénat est partenaire ce week-end avec de
nombreux médias. Et avec le Pasteur Don, eh bien, vous pouvez soutenir les chercheurs, soutenir la recherche, les chercheurs de l'Institut Pasteur qui font un travail formidable tout au long de l'année, souvent peu connu, souvent peu valorisé. Mais c'est un travail pourtant essentiel pour vous, pour votre santé, pour votre avenir, pour l'avenir de la recherche. Alors tout ce week-end, eh bien, mobilisez-vous pour le Pasteur Don. C'est au 3620 ou sur pasteurdon.fr. Merci pour eux. C'est donc la fin de cette émission. Nous, on se retrouve lundi. L'invité politique, ce sera Adrien Taquet, le secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance. Je vous souhaite un excellent week-end sur Public Sénat et surtout, n'oubliez pas le Pasteur Don. Public Sénat, en partenariat avec la presse quotidienne régionale et les télévisions locales, et avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous a présenté